Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, et je suis en compagnie de Théo. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Au cœur de l'océan, réalisé par Ron Howard avec au casting Cillian Murphy, Ben Whishaw, Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Brendan Gleeson, et pour les rôles féminins on retrouve Charlotte Riley et Michelle Fairley. Alors, Au cœur de l'océan, c'est tout simplement une vision réaliste de l'histoire qui a inspiré Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. On va donc suivre un baleinier, l'Essex, dans sa campagne pour aller pêcher le plus de cachalots possible et ramener le plus d'huile de cachalot possible à Nantucket. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu au cours des 2 heures de film, les personnages, l'équipage va en baver. Alors de nous deux, on peut clairement dire que Fred, c'est toi qui attendais le plus ce film, surtout d'après le dernier chef-d'œuvre de Ron Howard. Ouais, bien sûr, j'attends énormément ce film, ça fait environ, depuis qu'il a été annoncé à peu près que je l'attends. Donc après avoir vu l'excellentissime Rush qui mettait en scène l'histoire des deux pilotes de Formule 1, c'était James Hunt et Niki Loda, que je recommande vraiment. C'est un excellent film. J'attendais énormément ce film Au cœur de l'océan qui retrace à nouveau une histoire vraie. Alors je sais que toi t'avais pas vu le trailer puisque tu ne regardes pas les trailers pour ne pas être spoilé et on peut dire que les récents événements te donnent raison avec le magnifique trailer de Batman versus Superman qui était très moyen disons. Mais Surtout de Terminator. aussi, oui mais ça remonte un petit peu mais celui de Terminator aussi était un bon exemple de trailer pourri. Et celui en fait de Au cœur d'océan est quand même hyper mensonger parce que sur les 2 minutes du trailer, on a 1 minute 50 avec un bateau qui se fait attaquer par un cachalot. Alors que en soi, dans la réalité, le film, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, si vous voulez voir, hein, en fait, le trailer présente quasiment le film comme un film de monstre où c'est la lutte entre un bateau et un cachalot pendant 90 minutes, alors que ce n'est pas du tout ça. Et de ce fait, c'est donc une excellente surprise, enfin une excellente, c'est une très bonne surprise à la vision de ce film parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que cela se passe comme ça. C'est plus un film de survie que de lutte contre les monstres, comme tu viens de le dire. Et c'est vraiment là que Au cœur de l'océan, pour moi, tire son épingle du jeu. Voilà, donc si vous ne voulez pas aller voir le film à cause des trailers qui vous paraissent assez dégueulasses, sachez que ce n'est pas du tout cela que vous aurez lorsque vous serez dans la salle, hein. Ça reste donc un film qui va rien révolutionner, hein, soyons honnêtes. Il n'est pas exempt de défauts, mais ça reste un moment sympathique à passer. Disons que c'est un Ron Howard mineur après, effectivement, Rush qui était un excellent film et une excellente surprise en 2013, il me semble. Quelque chose comme ça, ou 2014 peut-être. Oui, c'est bien ça, c'est 2013. Côté ces réalisations, j'étais très très inquiet en ce qui concernait les CGI, vu que le film se passe en plein milieu d'océan, et l'effet que l'on n'arrive toujours pas à faire, c'est tout ce qui sont les effets sur l'eau, tous les effets d'éclaboussure, c'est quand même hyper difficile à faire en CGI, et ça rend très souvent très mal. Et là, même si on peut pas dire que ce soit exceptionnel non plus, euh, je m'attendais à bien pire, je m'attendais à une espèce de bouillie numérique, et c'est un petit peu ce qu'on a de temps en temps, mais ça reste regardable, même si il est clair que absolument toutes les baleines, tous les cachalots, tout est fait en CGI, en effets spéciaux, il n'y a aucun effet physique, disons. À noter qu'on a vu le film en 3D, et en ce qui concerne la 3D, était plutôt immersive, voire discrète, parce que je viens à peine de me rappeler qu'il était en 3D. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Si ce n'est que la 3D quand même assombrit un petit peu l'image. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais bon, Oui, comme je commence à d'habitude. en avoir marre un petit peu de ces films qui sont gris. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pas propre au cœur de l'océan, c'est à peu près tous les films en 3D qui sortent. Sinon, en ce qui concerne l'image du film, moi j'ai trouvé bien sympathique avec ses filtres verts, donc typé océan. Le film est assez beau visuellement, pour ma part. Ouais, ouais, même s'il y a une espèce de filtre un peu brumeux là, qui est pas forcément du meilleur goût, je sais pas, mais en tout cas, oui, après le film n'est pas moche. Et au niveau de la réalisation pure, ou plutôt du montage, je dirais, on a un effet dans le film qui est volontaire selon moi. C'est que lorsque les baleines ou Midic attaquent les sexes ou du moins les embarcations dans lesquelles se trouvent les personnages, le montage est très nerveux, confus en fait. Chaotique. Chaotique, oui, durant l'action. Pourquoi? À mon sens, c'est pour être à la place du marin qui se trouve sur le navire, qui comprend rien parce qu'il se fait attaquer et bousculer dans tous les sens, il se prend de l'eau dans la tronche continuellement. Il ne voit vraiment pas ce qui se passe, juste quand le chaos redescend, entre guillemets. Et on a donc ces moments-là où on comprend rien dans le bateau.
et des vues assez aériennes où l'on voit justement la progression et l'attaque de Moby Dick qui sont des vues impec puisque la caméra est fixe, ne bouge pas, montre bien l'attaque. Et c'est vraiment cette différence entre les deux qui est un parti pris de réalisation auquel cette fois-ci j'adhère. Je n'aime pas trop d'habitude ces partis pris de réalisation où justement on cherche à mettre en évidence le chaos du moment, comme je pense par exemple à 28 jours plus tard. J'ai vraiment pas adhéré à ce système de réalisation. Et bien là, je trouve qu'il marche pas mal. Ouais, c'est vrai que 28 jours plus tard, c'est exactement le même objectif dans la réalisation hyper nerveuse et quasiment épileptique des scènes d'action. Mais là, j'ai envie d'aller encore plus loin que toi, c'est-à-dire que les plans larges que tu décris, ils sont au début de la scène, c'est-à-dire avant que l'impact, fait que la confrontation ait lieu, et à la fin de la scène. Donc c'est vraiment exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on nous montre la situation au début, on nous fout un bordel à l'écran avec hop des marins qui volent, du bois qui craque, de l'eau qui nous arrive dans la tronche. Hop, la scène se termine, on a un plan large avec les dégâts qui ont été faits par la baleine. Donc c'est exactement, je pense que ouais, c'est tout à fait un parti pris de Ron Howard de rendre en effet le chaos de la lutte entre l'homme et la baleine dans ce genre de situation et de scène d'action. Moi j'ai un petit reproche, c'est que j'ai pas l'impression en fait de ressentir l'immensité de l'océan, alors que ben, justement je pense que c'est un des thèmes principaux du film, la solitude et le fait que ces marins soient vraiment isolés du reste du monde. Et en fait, dans la réalisation, je trouve qu'on a beaucoup de plans qui sont très serrés sur les personnages, qui sont très serrés sur le bateau. Et justement, même s'ils ils sont pas complètement absents, les plans larges où on voit effectivement le bateau tout seul au milieu de l'océan, il y en a, je trouve pas assez à mon goût. En tout cas, les plans qui sont pas assez ouverts entre guillemets pour qu'on se rende compte de cela. Du coup, c'est pas forcément un défaut extraordinaire, mais je trouve que ça ne permet pas forcément une immersion aussi importante qu'on aurait pu avoir, quoi. Et concernant la musique, eh bien, je ne serais pas capable de vous en parler. C'est pour ça que j'ai laissé la place à Théo, parce que je m'en souviens pas. Je ne l'ai même pas remarqué, la musique. Et pourtant, il y en a à blinde. Alors, très franchement, elle est pas transcendante. Elle est très efficace sur les scènes d'action. Elle rend vraiment un côté épique assez bien. Mais en soi, après, comme j'ai dit, elle est pas transcendante. Quand c'est des scènes d'émotion, il y a du piano. Hein. Enfin voilà, c'est très très classique. Et côté scénario, comme je le disais plus tôt, le plus gros point positif du film est pour moi son côté réaliste. On n'a pas la transposition de l'histoire de Melville, donc de Moby Dick, avec son côté fantastique à l'écran. Ron Howard a a penché carrément son œuvre sur le côté réaliste et sur l'histoire qui a inspiré Melville. Et pour moi, c'est vraiment le côté positif du scénario. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout retranscrit par les affiches, qui sont assez bizarres, puisque sur les affiches, le cachalot fait environ 48 fois la taille du bateau l'Essex. Ce qui est pas du tout le cas dans le film. Hein. Fait voilà. Je me Donc, ce que demande. dans le film, il fait à peu près, mais il fait la taille de l'Essex. Voilà. Alors c'est très très badass hein, comme affiche, mais en soi, ça me fait penser comme les teasers. J'ai l'impression que les mecs qui ont fait toute la publicité autour de ce film n'ont pas vu le film, ou n'ont pas compris en tout cas ce que voulait faire Ron Howard. Et effectivement, les attaques de cachalot, au final, ne sont pas si nombreuses, puisqu'on a environ 3 scènes où Moby Dick est présent, et après, il sert juste de support à mettre de la tension dans l'histoire. Voilà, en fait, Moby Dick, on l'appelle Moby Dick, mais bon, il est jamais nommé comme ça dans le film. Le cachalot, il sert en fait d'élément perturbateur dans chaque acte du film. Voilà, c'est grosso modo ce qui se passe. Donc il revient à intervalles réguliers, mais n'est pas non plus présent pendant les trois quarts du film. Hein. En fait, c'est plus un film sur l'équipage, c'est un film d'hommes plus que d'un film, comme je disais, de monstres. Exactement, et le côté film d'homme se retrouve essentiellement dans l'opposition des deux capitaines du navire. On a Chris Hemsworth et Benjamin Walker qui, dès le début, ne s'entendent pas du tout et vont devoir cohabiter pendant plusieurs mois, donc durant leur mission, sur le même navire, et auront des commandements différents et des avis différents sur la chose. Et on retrouve donc ce schéma d'opposition comme dans Rush qui avait fait la force du film pour moi, la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda qui est historique pour tout amateur de Formule 1. Et donc cette rivalité entre deux personnes se retrouve à nouveau sur un bateau, donc les sexes. Ah, si ce n'est qu'elle a quand même beaucoup moins de portée que celle dans Rush, puisque tout simplement les deux personnages en question ne sont pas du tout développés, et c'est quand même le gros défaut du film, je trouve. Voilà. On ne sait pas grand chose de ces personnages, et au fur et à mesure que le film avance, on n'en saura pas plus, sauf les grandes lignes, quoi. Donc, c'est un film qui se veut être un film de personnages, mais qui, tout simplement, ne creuse pas ces personnages, justement, en question. Alors, c'est peut-être en rapport directement avec ce qui est dit dans le début du film, à savoir que les gars qui sont sur ce baleinier, c'est souvent des gens peu recommandables qui viennent là pour s'échapper à la police ou ce genre de choses. C'est peut-être ça qui est
qui est voulu pendant tout le film, à savoir qu'on n'en sache pas trop sur ces personnages pour qu'on, entre guillemets, on laisse de côté leur passé, que ce soit juste qu'ils fassent sur le moment en fait qu'ils soient importants. Mais en soi, ça en fait des personnages pas développés, que ce soit les personnages principaux de Chris Hemsworth et Walker, comme tu l'as dit, et même les personnages secondaires qui restent juste dans les mémoires pour quelques gimmicks qui sont loin d'être passionnants ou originaux. Et même si les personnages ne sont pas approfondis, je trouve que les acteurs quand même jouent bien leur jeu. Enfin, ils sont bien dans leur rôle, surtout Chris Hemsworth parce que déjà c'est celui qu'on voit le plus et c'est celui qui est le plus impliqué dans le film, à mon sens. Exactement. Et tu dis que Hemsworth c'est celui qui s'investit le plus dans le film, et a raison, puisqu'il a quand même perdu beaucoup de poids pour ce rôle. Lui qui était un espèce de mastodonte quand il joue Thor, il a perdu près de 20 kilos pour le rôle, et ça se voit à l'écran, hein, avec quelques scènes qui sont assez marquantes et qui changent, disons, que de la doublure corps qu'on avait par exemple de Matt Damon dans Seul sur Mars, hein. Oui, on a vraiment une transformation physique assez impressionnante de la part de Chris Hemsworth où il se retrouve vraiment complètement métamorphosé durant le film. Et un autre acteur que j'ai trouvé impeccable, moi, c'est Brendan Gleeson, que je trouve on ne voit pas assez au cinéma, alors que c'est un putain d'acteur. Parce que, on vous l'a pas dit, mais le procédé narratif du film, c'est que tout est raconté en flashback en fait. C'est Brendan Gleeson donc, qui raconte ce qui s'est passé à Ben Whishaw, qui est tout simplement Melville, hein, le auteur de Moby Dick. Et je trouve qu'en fait, cette narration en flashback ne sert pas à grand chose, parce que le film aurait très 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 bien pu tenir en lui-même sans que ces deux personnages échangent autour d'une table en buvant des canons, quoi. Donc je vois pas trop à quoi sert ce type de narration, si ce n'est pour booker deux autres acteurs bankable, et peut-être pour faire du name dropping dès les 30 premières secondes en citant à la fois Melville et Moby Dick, hein, ce qui était un peu abusé, j'ai trouvé, mais bon. En même temps, les gens savaient ce qu'ils allaient chercher en venant voir le film, puisque c'était marqué dans le résumé quand même. Mais bon, voilà, la narration en flashback, je la trouve pas utile. Elle est là, Ben, elle dérange pas, mais elle transcende pas le la, film non plus. la narration en flashback est vraiment là pour montrer que c'est l'histoire qui a inspiré Melville et non pas le bouquin de Melville qui est retranscrit à l'écran. Oui, Je pense qu'elle est vraiment là pour appuyer ce point de scénario-là. certes, mais je pense pas que tu sois obligé d'avoir à modifier tout ton procédé narratif pour faire passer ce message. Je sais pas, tu mets un carton au début du film, ça aurait suffi. Même si je trouve que c'est une démarche assez feignante et facile, il n'empêche que est-ce qu'il vaut mieux un carton où les scènes ne sont pas forcément mauvaises, mais qui en soi auraient pu ne pas être là, quoi. Voilà, donc globalement, je recommande d'aller voir ce film. Ça fait plaisir de voir un nouveau Ron Howard faire des bons films, donc à l'instar de Rush et de Ce cœur de l'océan. Donc. Son début de carrière était. J'avais beaucoup apprécié son début de carrière, notamment avec Backdraft et Apollo 13. Il y a eu un petit passage à vide avec Da Vinci Code et Angers Démon, même s'il y a eu Frost et Nixon qui s'est glissé entre les deux, il me semble. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à nouveau dans une pente ascendante, donc au niveau de sa réalisation. Et comme la tradition de la chaîne l'exige, je mettrai la note de 6 sur 10. Et par contre, quand je vois l'avenir cinématographique côté réalisation de Ron Howard, eh bien j'ai à nouveau peur parce qu'il va sortir la suite de Angers Démon avec Inferno, donc il y aura à nouveau Tom Hanks dans son rôle. Effectivement, ça fait un peu peur. Moi, de mon côté, eh bien, j'ai bien aimé le film également, même si je suis un petit peu moins enthousiaste que toi. Voilà, je trouve que le film est un peu trop classique et prend pas forcément beaucoup de risques. Néanmoins, ça reste pas forcément un mauvais film, ce n'est pas ennuyeux. Voilà. On passe un bon moment, donc moi j'ai mis 5 sur 10, hein, un petit peu moins que toi, mais plutôt une note je lui mets la moyenne tout de même. Et n'hésitez pas à laisser votre avis du film dans l'espace commentaire si vous l'avez déjà vu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, au cas où certains vivraient sur notre planète, On pense notamment à Matt Damon, toujours bloqué sur Mars. pour la sortie du tant attendu Star Wars. The En Force attendant, Awakens. merci pour le Ah titre non anglais. mais... En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.